Bonsoir et bienvenue sur la télévision Shekina et merci encore de votre confiance sans cesse renouvelée. Il est 19h30 à Mimongo, c'est dans Langounier. Nous revenons avec ce problème des commerçants de Montbouette qui sont toujours en colère suite à l'opération de démolition et de déguerpissement diligentée par les autorités publiques. Reportage. La colère de ces Gabonais, pour la plupart, ne cesse de monter d'un cran. Des magasins fermés et d'autres scellés, c'est le triste visage d'une partie du marché Montbouet ce matin. Pourquoi une telle opération menée sans campagne de sensibilisation et d'information au préalable? De nombreux courriers ont été déposés auprès de la mairie centrale pour attirer l'attention des autorités, mais cette opération, qui n'est pas la première du genre, laisse penser qu'elle soit calculée. Cela fait aujourd'hui 1 mois que les faits ont commencé. La mairie et leur huissier, dont vous avez le nom dans les documents, adressés à l'hôtel de ville, demandent aux commerçants de quitter les lieux. Et lorsque ces commerçants vont quitter le lieu, il n'y a pas les mesures d'accompagnement. Il faut les mesures d'accompagnement. D'habitude, lorsque nous avons toujours travaillé, je suis dans plusieurs commissions, la preuve en est qu'au dialogue, j'étais panel de réformes. Alors si ces réformes s'appliquent jusque chez nous les petits, je ne suis pas mécontente, je suis entièrement contente. Mais je voudrais que ces réformes soient des réformes claires et selon ce que nous avions eu à faire au dialogue. Alors aujourd'hui, nous avions un cahier de charges auprès du président de la République. Parce qu'en 2012, nous avons fait venir le président ici. Il a vu le marché et nous avons notre cahier de charges. De notre cahier de charges, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avions pas certains résultats qui sont sortis. Alors aujourd'hui, on se retrouve auprès de l'hôtel de ville qui menace les commerçants de vider les lieux. Ces commerçants qui sont détenteurs de leur carte de séjour en cours de validité. Et ces commerçants s'acquittent régulièrement des droits légaux et journaliers de l'hôtel de ville. Ils ont même des autorisations d'occupation, ils ont des autorisations d'aménagement. Alors vous croyez que quand vous avez les autorisations d'aménagement données par une autorité, je suis désolé que cette même autorité vient vous demander aujourd'hui de vider les lieux qui remboursent ces aménagements. Les conséquences de cette action sont énormes et les pertes élevées. Les magasins de mes commerçants sont fermés, c'est parce que l'huissier ne manque pas ici tous les jours. Et cet huissier, je l'ai bien prévu, j'ai bien écrit dans le document qui est prémédité que le marché sera encore brûlé. Alors j'attire là le président de la République en lui disant, Monsieur le Président, à chaque fois que le marché est brûlé, c'est le pays qui est brûlé. Qu'il envoie des personnes en urgence dans le marché Montbouette. Et cela se fait que pendant les fins de campagne. Pourquoi un tel acharnement dont l'aboutissement paralyse l'activité de père et mère de famille? Que compte faire la mairie face à cette situation, puisqu'elle représente l'entité qui régule l'activité des commerçants? Les commerçants de Montbouette qui sont constitués en syndicat ont décidé de passer à la vitesse supérieure si les choses ne sont pas rétablies dans les jours qui suivent. Écoutons la présidente. Ma procédure est celle-ci, je les renvoie d'abord, puisque je suis négociateur. J'envoie d'abord les documents, j'attends leur réponse. Bien avant qu'ils m'envoient les réponses, c'est la police qui me convoque. J'ai demandé, j'ai dit au DEMA, je ne vais pas parler avec la police. J'ai envoyé mon document vers vous. Je me vois très mal que la police vienne faire une procédure. Sur quelle base? Je n'ai pas porté plainte. Ma demande va sur les négociations. En tant que syndicaliste, je commence par les négociations. Après mes négociations, lorsqu'il y aura ras-le-bol, je dépose mon préavis de grève et ce qui va sortir, il va sortir. Un mot de fin, c'est de leur demander d'arrêter leur mafia et de laisser les commerçants travailler tranquillement. Parce que le Gabon, c'est un pays de droit, nul n'est au-dessus de l'autre. À partir du moment où nous avions un étranger qui nous apporte la bonne économie, nous devons lui apporter de la bonne politique. Rien à voir avec ce qui précède face à la situation précaire dans les hôpitaux publics qui refoulent les assurés de la CNAMJS. La COSINAP, syndicat des agents d'État, demande au gouvernement et à la CNAMJS de tout mettre en œuvre afin que les droits des assurés soient respectés. C'était au cours d'un point de presse avec Arnaud Babokoum et Bertrand Komileka. Mesdames et messieurs, travailleuses et travailleurs du Gabon, chers compatriotes, il y a un peu plus de 2 semaines que le syndicat des médecins et fonctionnaires gabonais, Simefoga, annonçait à l'opinion le déclenchement d'une grève de sa corporation dont le principal des motifs portait sur le non-paiement de leur quote-part des prestations par l'assureur ACNAMGS. En effet,
la mesure forte qui sanctionne ce mouvement d'humeur reste la non prise en charge dans les hôpitaux publics des malades assurés à la Caisse nationale d'assurance maladie et des garanties sociales. Sans justifier de la légalité ou pas de cette grève, la Confédération syndicale des agents de l'administration publique, parapublique et privée, COSYNAP, relève pour le déplorer que les malades assurés seraient pris en otage pour des questions qui résulteraient d'une part de la gouvernance et du management au sein des hôpitaux publics et d'autre part sur les termes de la convention qui lie la CNAMGS avec les partenaires publics et privés. Devant cette situation inquiétante et sans qualificatif, la COSYNAP s'interroge sur la communication gouvernementale de Madame le ministre d'État à la Santé, entendu que celle-ci a non seulement renforcé la psychose des assurés en détresse, mais aussi n'a envisagé aucune solution palliative à la prise en charge des malades en détresse, qui sont la principale raison de l'existence de l'assurance maladie à partir de leurs cotisations, qui sont prélevées toutes les fins du mois pour leurs besoins de soins de santé et de qualité. Fort de ce qui précède, la COSYNAP demande sans délai au gouvernement et à la CNAMGS de tout mettre en œuvre que le droit des assurés, qui est celui de leur prise en charge, soit rétabli sans condition et qu'une convergence des actions soit mise en place pour le bien-être des populations en matière de santé. Aussi, la COSYNAP se réserve-t-elle le droit d'engager toutes les procédures relatives à la protection des assurés si leurs préoccupations connaissaient une négligence dans le traitement. En conséquence, la COSYNAP appelle le gouvernement à veiller à l'apurement de la dette de l'État sur le fonds public afin de maintenir la pérennité de cet organisme efficace et référentiel de politique sociale matérialisé par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Enfin, la COSYNAP propose, pour éviter tout désagrément de cette nature, le versement des prestations de la CNAMGS à l'endroit des prestataires, qu'elle se fasse en présence des partenaires sociaux représentant l'ensemble des corporations du secteur santé. En somme, la COSYNAP demande aux administrateurs de la CNAMGS représentant les travailleurs à prendre toutes les dispositions pour parer à ce désagrément aux conséquences désastreuses pour la classe ouvrière. Par cette occasion, nous invitons très respectueusement le CIMEFOGA à faciliter la voie du consensus, du compromis et de la concertation pour que le droit des travailleurs revienne. Je vous remercie. L'ONG EDUCAF organise du 27 au 28 la 6e édition de la journée d'intégration universitaire sous le thème « Le système éducatif à l'ère de l'innovation ». Ephraim Biogoïdzo et Mouskoni Ngonemba nous font le compte rendu. Pendant 2 jours à Libreville, l'ONG EDUCAF se penchera aux intégrations interuniversitaires. Pour cette 6e édition, une vingtaine d'instituts et grandes écoles sont attendus. Objectif des présentes assises: réunir sur un même site les universités et grandes écoles. Après un constat, il ressort que plusieurs de leurs composants sont souvent demandeurs de formation, d'où la problématique liée aux orientations, dont très souvent sont soumis plusieurs de ces étudiants après l'obtention de leur baccalauréat. La thématique qui doit faire l'objet des échanges va s'orienter sur le système académique à l'ère de l'innovation. Comme le témoigne déjà même la composition des membres de l'ONG, beaucoup de ces étudiants membres de l'ONG, par exemple, ont été identifiés au cours des journées d'intégration interuniversitaire. En termes de cursus scolaire, il y a un suivi parce que bon nombre d'entre eux également sont des entrepreneurs aujourd'hui et tout ce qui va avec. La dernière édition, donc la 5e édition 2015, a eu comme effet majeur ce qui suit. Nous avons organisé la cérémonie de remise de prix aux majors nationaux baccalauréat. Au cours de cette cérémonie, nous nous sommes rendus compte qu'en termes de mécanisme d'attribution de bourse, il n'y a pas un mécanisme opérant pour pouvoir privilégier les majors. Je pense que dans cette même salle, on a organisé une conférence de presse pour condamner un peu cet état de fait. Comment comprendre qu'au niveau de l'ANBG, pendant que des bourses sont attribuées à
des étudiants pour aller faire géographie, histoire aux États-Unis, dans des grands pays. Les majors nationaux baccalauréat n'avaient pas encore des bourses à cet instant. C'est inadmissible pour un pays qui prône l'excellence. Lorsque nous avons fait, c'était de mener un plaidoyer. Nous avons secoué de part et d'autre. Petite parenthèse, quand vous retrouvez à l'NBG qu'un des responsables vous dise que bon, elle est l'exemple majeur de la série B, c'est les majors au niveau national, c'est qu'elle peut aussi réussir à être major à l'UEB. Et moi de répondre que, mais attendez, vous pensez que quand la Chine envoie les meilleurs à Harvard, c'est parce que la Chine manque d'établissements? C'est parce que les standards voudraient qu'on envoie les meilleurs dans les meilleurs établissements. C'est ça le référentiel. Donc nous sommes dans cette situation et c'est ce combat que nous continuons, nous souhaitons poursuivre pour que les majors soient traités à leur juste valeur. GM Consulting, très actif sur les questions liées aux orientations des nouveaux bacheliers, qui a d'ailleurs pignon sur rue du côté de Dakar au Sénégal, depuis 5 années d'existence, a pu faciliter près de 479 étudiants gabonais dans le cadre des orientations. Il y a par exemple des parents qui ont par exemple de la famille au Sénégal et qui souhaiteraient par exemple avoir rien que des informations sur une école ou sur les conditions. Ça ne coûte quasiment rien. Par contre, un étudiant qui demande un accompagnement total, quand je viens de citer, ça, vous aviez nos contacts. Par exemple, nous avons des flyers que nous allons distribuer lors de la journée. Et voilà, c'est l'occasion que nous donnons aux nouveaux bacheliers de venir prendre toutes les informations relatives à leur intégration au Sénégal. Et là, ils auront en fonction de besoins des coûts qui sont appropriés à leur demande. Voilà. Ces journées d'intégration interuniversitaire demeurent l'endroit idéal où se décide l'avenir des futurs cadres à l'échelle nationale. L'opération de mise sur bon de caisse des agents de l'État qui vise à démasquer les fonctionnaires fantômes est une dépense de trop et un éternel recommencement, l'a dit le président du Morena. Il a dit au cours d'un entretien qu'il a accordé à Marielle Lecom. Notre pays est un éternel recommencement. Pratiquement tous les 2 ou 3 ans, on vous dira qu'on met les fonctionnaires sous bon de caisse et qu'on voudrait trouver les fonctionnaires fantômes. Mais ils connaissent aussi les fonctionnaires fantômes. Ce sont les parents de ceux qui dirigent ce pays qui constituent des fonctionnaires fantômes. Mais ce sont des fonctionnaires à qui on ne donne pas de responsabilité qui constituent des fonctionnaires fantômes. Ce sont des fonctionnaires que certains responsables des administrations ne veulent pas voir à côté d'eux, qui constituent des fonctionnaires fantômes. Si on résout cet ensemble de problèmes, on n'a pas besoin d'engager un recensement qui coûte à nouveau plus cher à l'État. Vous comprenez? Tous les 2 ou 3 ans. Et puis, personne ne vous fait le bilan de toutes ces opérations. On en a fait, je ne sais pas en quelle année, aujourd'hui on essaie de le faire, mais enfin, ils veulent se moquer de qui? Ils veulent faire croire à qui aujourd'hui qu'ils travaillent pour le Gabon. Pour le Gabon, regardez, madame. On voudrait vous dire qu'on veut créer, on veut amener les jeunes Gabonais à prendre certaines initiatives. Mais ces initiatives auraient dû être prises par ceux qui sortent du gouvernement et qui ont amassé suffisamment de moyens. Pourquoi ces personnalités ne créent pas de grosses entreprises pour essayer de faire concurrence à ces entreprises étrangères? Et aujourd'hui, on organise des éternels recensements de fonctionnaires qui ne nous donnent aucun résultat. Aucun résultat. Au contraire, quand on fait le recensement, on espère que on voudrait réduire les effectifs. Or, après ce recensement, on recrute à niveau. On vous a dit on va le bloquer pendant 3 ans. Allez-y voir. Le ministre de Salut, de Grâce et de Délivrance vient de se doter des nouveaux serviteurs de Dieu. C'était lors de la cérémonie de consécration chapeautée par son leader, l'apôtre David Nicole. Les détails avec Inès Gongamombo de la Savane et Régis Kumba. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie les ouvriers pour son œuvre, déclarent les Saintes Écritures. C'est désormais chose faite au ministère de salut, de grâce et de délivrance qui vient de voir le nombre des chantres, évangélistes et pasteurs s'agrandir. C'était au cours de la cérémonie de consécration qui a eu lieu devant un parterre d'invités au grand bonheur des consacrés. Ces hommes et femmes de Dieu ont été encouragés sur la nécessité de la consécration à Dieu, à la vision et à l'homme de Dieu, c'est-à-dire aux leaders du ministère auquel ils appartiennent. Et l'histoire de Joseph a été la parole. Alléluia, bravo le Seigneur. Alors je consacre Warren comme évangéliste. C'est un honneur pour l'apôtre David Nicole et les autres serviteurs de Dieu d'accueillir ces nouveaux venus. La maison de Dieu, il y a des personnes qui partent, d'autres qui avancent, des personnes qui se convertissent, qui grandissent. Un enfant ne peut pas rester enfant, il faut qu'il grandisse. C'est pour ça qu'il y a eu la consécration de cet après-midi qui a amené d'autres personnes au pied de Jésus-Christ. Un sentiment de victoire, un sentiment de joie, de voir toujours ce que le Seigneur prépare, alors qu'on ne s'y attend pas. Nous savons que Dieu prépare une grande armée pour la moisson finale. Et là, il a encore dit que je dois mettre en place certaines personnes pour préparer justement cette grande moisson qui arrive en ce moment et qui est déjà visible. Conscients de la responsabilité qui est désormais la leur, les nouveaux consacrés ont les yeux rivés vers celui qui leur a appelé. C'est une lourde charge pour moi. Aujourd'hui, je réalise enfin c'est quoi l'appel d'un serviteur de Dieu. C'est vrai que c'est des moments de réjouissance parce que on peut appeler ça comme une innovation dans la famille. Le Seigneur a choisi quelqu'un dans la famille. Je servais Dieu avec, on va dire, avec nonchalance. Maintenant, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je réalise que je dois véritablement me ranger, je dois véritablement écouter la voix de Dieu. Un sentiment de crainte, parce que lorsqu'on marche avec le Seigneur, on ne sait pas ce qu'il y a devant, mais il n'y a que le Seigneur seul qui peut nous conduire, qui peut nous amener au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons espérer. Alors, je ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Il est celui-là seul qui pourra me conduire. Il est celui-là seul qui pourra m'aider à pouvoir m'occuper de la charge qu'il m'a donnée encore aujourd'hui. La cérémonie de consécration s'est déroulée dans une atmosphère particulière, favorable à l'action du Saint-Esprit qui se mouvait dans la salle, à la grande satisfaction de tous. L'actualité hors de nos frontières, c'est aussi ça l'information. Après une série d'auditions pointant les responsabilités de l'Élysée dans l'affaire Benella, Patrick Sosa, directeur de cabinet du président, doit être entendu par l'Assemblée nationale. Un témoignage essentiel pour l'opposition. Presse internationale. C'est désormais à lui de s'expliquer devant les députés. Patrick Stroda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, celui que le ministre de l'Intérieur a clairement désigné comme l'autorité hiérarchique d'Alexandre Benalla. Monsieur Benalla, ne faisant pas partie des effectifs placés sous mon autorité, le cabinet du président de la République et la préfecture de police disposant de toutes les informations nécessaires pour agir, j'ai considéré que les faits signalés étaient pris en compte au niveau adapté. Et donc, je ne me suis plus occupé de ce sujet. Déjà entendu jeudi comme témoin, Patrick Stroda l'a reconnu. C'est lui qui a autorisé l'ancien collaborateur du président à participer à la manifestation du 1er mai en tant qu'observateur aux côtés de la police. C'est aussi lui qui a infligé à Alexandre Benalla une simple suspension temporaire de 15 jours après avoir eu connaissance des violences commises par l'ancien collaborateur de l'Élysée. Des responsabilités qui rendent son témoignage essentiel pour une partie de l'opposition. C'est donc au niveau du cabinet du président de la République qu'il faut aller chercher les responsabilités dans le comportement de M. Benalla le 1er mai,
mais également dans l'intégralité des révélations qui sont faites depuis sur ses passe-droits, sur les compétences qui lui ont été accordées, sur la manière dont il en a usé et même manifestement abusé. Mais si elle espère des réponses, l'opposition ne veut pas non plus que les responsabilités de Patrick Stroda n'éclipsent celles des autres. Car à 66 ans, celui qui doit prendre sa retraite au mois d'octobre fait figure de fusible idéal. De nombreux députés réclament désormais d'auditionner le président de la République lui-même. Alors que Daniel Ortega a écarté toute démission, des milliers de Nicaraguayens opposants et partisans du président ont manifesté lundi à Managua. Près de 300 personnes ont été tuées depuis le début de la contestation il y a 3 mois. Presse internationale. Le drapeau du Nicaragua sur l'épaule et le visage caché. C'est comme ça que Silvia a appris à manifester contre Daniel Ortega depuis avril dernier. Regardez, c'est ce même petit masque que je porte depuis 3 mois. Avril, mai, juin, juillet. J'ai dû cacher mon visage pour ma sécurité. Cette étudiante en design graphique de 21 ans était à quelques semaines d'obtenir son diplôme de fin d'études quand la répression a commencé. Mais suite à de nombreuses menaces et arrestations sommaires, la plupart de ses camarades ont pris peur. Il y a moins de monde dans les manifestations maintenant, mais les gens, même chez eux, continuent de s'exprimer. Silvia ne s'était jamais intéressée à la politique avant cette crise. Dans ma famille, seule ma mère votait. Et peut-être une de mes sœurs. Parce que tous les autres savaient que les élections étaient jouées d'avance, et c'était une erreur de notre part de ne pas voter. Nous sommes des étudiants, pas des délinquants. C'est exactement le message contraire qui est proféré quelques rues plus loin, dans une contre-manifestation en faveur du gouvernement. Ce sont des délinquants, pas des étudiants. Ils sont venus pour détruire notre pays. Gabriel est étudiant en ingénierie. Dans son université, beaucoup de ses amis ont rejoint les manifestants. Quant à lui, il appartient aux jeunesses sandinistes pro-Ortega depuis 4 ans et n'a pas changé de bord. On est ici parce que l'on veut inverser la tendance. C'est pour dire que nous, les étudiants, on veut retourner étudier. Dans les discours de Daniel Ortega, les manifestants sont des terroristes et des putschistes. Gabriel nuance ses propos. Mes amis ne sont ni des terroristes ni des putschistes. C'est ceux qui mènent le mouvement qui le sont. Plus de 350 morts depuis le 18 avril. La réconciliation semble bien loin pour une jeunesse nicaraguayenne désorientée par 3 mois de conflit. Nous parlons sport dans ce journal. 48 heures après l'élimination du Gabon au 3e et dernier tour qualificatif de la CAN des U20 Niger 2019, le ministre en charge des sports a reçu les membres de la FEGAFOOT et de la LINAF afin de débattre sur les mots qui minent le football gabonais. Yasser Nicolando est de ce côté. C'est en sa qualité de ministre en charge de la jeunesse et des sports qu'Alain-Claude Willy-Binze, accompagné de son ministre délégué, a reçu le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Moungengi, et celui de la Ligue nationale de football professionnel, Brice Bikanjambou. Il était question pour ces 3 institutions de débattre des mots qui minent le football national. Un échange qui a duré plus d'1 heure. Au sortir de là, les réactions n'ont pas tardé. D'abord, celle du président de la FEGAFOOT. Il a été question de faire un peu le tour du football de notre pays sur tous les plans, à savoir l'organisation à la base, c'est-à-dire la restructuration des ligues provinciales, des sous-ligues départementales, les compétitions des jeunes et en même temps de revoir le modèle économique en ce qui concerne l'organisation du championnat national, les meilleures méthodes de ce fonctionnement, du fonctionnement de ce championnat, et en même temps nous avons abordé la gestion des équipes nationales. Un comité de réflexion sera mis en place dans un futur proche, comme l'indique ici le président de la FEGAFOOT, afin de mieux ressortir les anomalies évoquées. Une cellule de réflexion sera mise en place à partir de mercredi, et à la fin de la semaine, nous irons vers Monsieur le ministre d'État pour lui faire la conclusion des travaux que nous allons tenir dans cette commission.
Donc voilà, je pense globalement résumé la teneur de l'entretien que nous avons eu avec M. le ministre, c'est-à-dire mettre en place une structure qui va réfléchir sur tous les points, tous les mots de notre football et envisager l'avenir sur les meilleures bases et avec les meilleures méthodes de fonctionnement. A noter que cette réunion intervient à 48 heures après l'élimination du Gabon pour le 3e et dernier tour qualificatif de la CAN U20 Niger 2019. Pour Pierre-Alain Mougengi, il est désormais temps de prendre le taureau par les cornes. Initié par Joseph Mikou Olanga, le tournoi de football Solidarité a finalement ouvert ses activités dans la commune d'Akonda. Un tournoi qui voit 10 équipes en lice et enregistre pour la première 2 équipes venues de la commune voisine de Libreville. Yasser Nicolandon nous rapporte les moments forts de ce tournoi. C'est dans la solidarité akandaise que Joseph Pierre Olenga a organisé un tournoi de football réunissant tous les jeunes des différents arrondissements de cette commune. À ce tournoi, près de 10 équipes y ont pris part avec seulement 2 équipes venues de la commune voisine de Libreville. Un seul lieu pour le coup d'envoi de ce championnat, le stade annexe de l'amitié sino-gabonaise d'Angonje. C'est l'occasion pour nos jeunes, au moment des vacances scolaires, de s'occuper un peu autour d'activités ludiques, sportives et culturelles et permettre ainsi à chacun d'entre nous de nous distraire et de passer du temps avec nos jeunes, mais aussi, vous avez bien observé qu'il y a des anciens qui nous accompagnent. Nous jouerons tous les samedis et tous les dimanches. Nous décernerons à la meilleure équipe un trophée et une enveloppe. Également aux finalistes malheureux, un petit trophée et une enveloppe, et puis tout à fait naturellement, au 3e en lice, une enveloppe. Un don d'équipement a été offert à chaque équipe par le responsable du comité d'organisation. C'est dans cet élan de partage que le parrain du tournoi a exhorté à toutes les équipes de mieux exprimer leur talent sur le terrain. 13 jours suffisant à la meilleure équipe de remporter le sacre de ce tournoi. Comment s'appelle le ministre de la Justice, des Droits Humains, garde des Sceaux? C'est ce que nous propose notre expression libre de ce jour. Reportage. Je ne connais pas. Non, moi ça m'intéresse pas, c'est la parole de Dieu, d'accord. Bravo à ceux qui ont trouvé la bonne réponse et pour ceux qui ne le savaient pas encore, le ministre de la Justice, des Droits Humains, garde des Sceaux, se nomme Edgar Anissé Boubou Miyakou. C'est sur ce que s'achève notre édition d'information. Merci encore de nous avoir suivis. À demain et surtout, gardez le sourire.